Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour ce temps d'antenne largement consacré à l'information. Après Accra, Addis Abeba et Bruxelles, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce mardi. Un agenda chargé pour le chef de l'État qui vient de participer au sommet de l'Union africaine-Union européenne dans la capitale belge. Il a dressé le bilan de sa mission dès son arrivée. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à la conjoncture mondiale face à la hausse des prix enregistrés sur les différents marchés depuis quelques jours. Le président Alassane Ouattara a fait une mise au point dès son arrivée et sur le terrain, plusieurs membres du gouvernement mènent l'offensive contre l'envolée des prix. Entre un bois de plus en plus rare et un pétrole de plus en plus cher, les sources d'énergie renouvelables sont de plus en plus exploitées et développées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui a lancé le PRODER, un projet qui permettra d'améliorer l'accès à l'électricité dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. C'est le dossier EcoPlus de ce soir. Voilà pour le titre. Le président de la République est à Abidjan depuis quelques heures. Rappelons qu'Alassane Ouattara a pris part successivement à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. C'était à Accra, au Ghana. Juste après, il s'était rendu à Addis Abeba où il a également participé au sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avant de se rendre à Bruxelles. Le film de son arrivée avec Jérôme Kofi Aboula. Je viens de rentrer d'une mission qui m'a amené successivement à Accra pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO et puis à Addis Abeba pour le sommet ordinaire de l'Union africaine et enfin à Bruxelles pour une visite de travail et le 6e sommet ordinaire de l'Union africaine, l'Union européenne. Alors, je commencerai d'abord par le dernier sommet, le 6e sommet Union africaine, Union européenne. J'étais accompagné par plusieurs membres du gouvernement, dont Madame la ministre d'État Kandia Camara, les membres du cabinet présidentiel, dont le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro, Ali Koulibaly, ainsi que plusieurs ministres sectoriels en raison des différents points à l'ordre du jour, que ce soit les questions de financement avec le ministre des Finances, questions d'agriculture avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les questions de commerce avec le ministre du Commerce et ainsi de suite. Alors en Belgique, j'ai commencé avec une audience avec Sa Majesté le roi Philippe de Belgique, roi des Belges, ainsi qu'avec le Premier ministre de Belgique, M. Alexandre De Croo. Vous le savez, les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Belgique sont anciens, historiques. Le roi Baudouin et la reine Fabiola ont d'ailleurs visité la Côte d'Ivoire en 1979. Et l'année dernière, en mars 2021, nous avons célébré avec la Belgique les 60 ans de coopération bilatérale avec le Royaume de Belgique. Donc c'est un pays avec lequel nous avons des liens très étroits. J'ai d'ailleurs invité Sa Majesté, le roi, à faire une visite en Côte d'Ivoire. Il se rend le mois prochain au Congo-Kinshasa. Et je pense que très rapidement, il nous précisera la date de sa visite avec la reine Mathilde en Côte d'Ivoire. De mon entretien avec le Premier ministre qui était assisté de Madame la vice-première ministre de Belgique, nous avons parlé plus en détail de la coopération économique entre les deux pays, les perspectives et aussi la nécessité de voir encore plus d'entreprises belges investir en Côte d'Ivoire. Et nous avons également parlé de la COVID-19 et la possibilité pour les entreprises belges fabricants de vaccins d'installer une usine de fabrication de vaccins en Côte d'Ivoire. Et j'ai également eu un déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce
belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec une centaine d'entreprises au cercle gaulois. C'est un endroit où j'ai déjà eu à rencontrer les entreprises belges en 2011 à la sortie de crise. Et bien évidemment, nous sommes tous réjouis de voir que la Côte d'Ivoire était passée d'un état de délabrement, donc d'insécurité, à un état prospère et en pleine croissance. Et je leur ai fait le bilan des 10 dernières années, comment la richesse nationale a augmenté, comment le taux de pauvreté a été réduit, et également quelles sont les perspectives. Et surtout, je les ai rassurés que nous continuerons de mener une politique macroéconomique de stabilité, de croissance, de réduction de la pauvreté. Et j'ai demandé aux hommes d'affaires belges et luxembourgeois de continuer d'investir en Côte d'Ivoire et surtout pour la transformation de nos produits tels que le cacao, l'anacarde, l'EVA et bien évidemment d'autres produits. Et j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs et je crois que les perspectives sont bonnes pour continuer donc la bonne coopération et le bon degré d'investissement des entreprises belges en Côte d'Ivoire. Et je dois signaler que la Belgique est le deuxième investisseur européen en Côte d'Ivoire. La Belgique vient immédiatement après la France. Alors j'ai participé en Belgique au 6e sommet Union africaine, Union européenne. Je ne m'étendrai pas là-dessus puisque vous avez vu à la télévision les différentes audiences que j'ai eues avec les différentes personnalités. Mais nous avons parlé bien sûr de partenariat, de coopération, d'un nouveau cadre. Et également, nous nous sommes mis d'accord que la Covid avait été un désastre en 2020 et 2021 et que tout devait être mis en œuvre pour que 2022 soit une année de bonne croissance en Europe comme sur le continent africain. Nous avons parlé de financement. L'Union européenne envisage un financement de 150 milliards de francs CFA entre maintenant et 2030. Je crois que la plus grande partie sera par le secteur privé. Et nous avons longuement discuté de la nécessité de mettre à disposition des pays africains un autre montant de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Vous savez que 30 milliards ont été mis à la disposition des banques centrales l'année dernière. Pour le moment, les pays du G20 qui vont contribuer à un fonds fiduciaire auprès du Fonds monétaire international sont à 55 milliards d'approvisionnement et nous souhaitons que ce montant puisse être porté à 100 milliards. Et nous avons proposé à la directrice générale du Fonds monétaire que nous avons rencontré que ce montant puisse être décaissé assez rapidement, en tout cas si possible, avant la fin de cette année. Le sommet lui-même a été coprésidé par le président Charles Michel, qui est le président donc, du Conseil européen, le président Macron, qui est le président de la conférence des chefs d'État de l'Union européenne, et le président Macky Sall. Les thèmes, j'en ai déjà parlé, surtout en ce qui concerne la Covid. Il y avait plusieurs tables rondes. J'ai participé à la première table ronde sur le financement et donc le partenariat et la croissance des économies africaines. Et j'ai également participé à la table ronde sur l'agriculture et le développement durable. Le point à retenir, c'est que la meilleure manière d'avoir l'agriculture durable, c'est de donner de meilleurs prix à nos producteurs et de faire en sorte que, bien évidemment, la transformation ait lieu en Côte d'Ivoire pour permettre la création d'emplois pour les jeunes. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et moi-même avons rencontré également la présidente du Parlement européen, Madame Roberta Metsola,
et les présidents des groupes parlementaires du Parlement européen pour parler de la future législation de l'Union européenne sur la cacaoculture durable et de l'accroissement des revenus des producteurs. Alors, j'ai également rencontré plusieurs autres personnalités à cette occasion. Le président du Conseil européen, M. Charles Michel, la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Mme Jutta Urpilainen, le président de la Banque européenne d'investissement, M. Werner Hoyer, le président directeur général de Sea-Invest, qui investit en Côte d'Ivoire, M. Philippe Van de Wieder, et le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Voilà donc pour le séjour à Bruxelles. Alors, en remontant en amont, avant Bruxelles, j'étais au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et plusieurs chefs d'État étaient présents. Et c'était une très bonne chose puisque, vous le savez, l'Éthiopie traverse une période difficile avec une des provinces, le Tigré, où il y a des problèmes actuellement. La pacification de ce pays est quelque chose que nous appelons de tous nos voeux. Alors, le thème pour lequel nous avons fait le déplacement, renforcer la sécurité alimentaire, accélérer le développement du capital humain, social et économique dans le continent africain. Ce thème nous tenait à cœur puisque nous avons ici un centre pour la nutrition et donc ce thème a été retenu par le sommet et l'année 2022 sera consacrée donc à la question de la nutrition. Le sommet a vu la désignation du président Macky Sall, le président de la République du Sénégal, comme président pour l'année 2022, en remplacement de Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo. Voilà, le sommet a été une occasion également de nous concerter et de préparer le sommet Union européenne-Union africaine. Et je trouve que c'était une bonne occasion. Et ceci m'a permis de rencontrer également plusieurs chefs d'État. D'abord la présidente d'Éthiopie, Mme Zewde Sahle-Work, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le président Faustin Ange Touadéra, le président de la République centrafricaine. Nous avons parlé des questions bilatérales et aussi des questions régionales. Et avant d'aller à Addis Abeba, j'ai fait une escale à Accra pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Là, vous connaissez également les résultats et nous continuons d'être en contact avec ces pays frères pour les encourager à un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, l'intérêt bien sûr des populations et de notre sous-région. Voilà, comme vous le voyez, c'était une absence assez longue. La mission a été particulièrement fructueuse. Je m'en réjouis, mais je suis très heureux d'être de retour et de pouvoir présider le Conseil des ministres. Et voilà, c'était le résumé de la visite du chef de l'État à Bruxelles, à Addis Abeba et à Accra. Des propos recueillis par Jérôme Kofi Abolan. Une mission fructueuse donc pour le chef de l'État qui, à sa descente d'avion, s'est aussi exprimé sur la hausse des prix. Alassane Ouattara s'est prononcé sur les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la hausse de l'inflation, entre autres. Nous l'écoutons. Quand il descend de son avion sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est environ 16 heures, ce mardi 22 février 2022. Le président Alassane Ouattara, accueilli par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi avec quelques membres du gouvernement, signe ainsi son retour en Côte d'Ivoire après quelques semaines passées à l'extérieur. À la suite des honneurs militaires, au rythme de l'Abidjanaise, le chef de l'État accède au salon d'honneur du pavillon présidentiel où il fait le point de son séjour à l'étranger. Le président de la République, Alassane Ouattara, est ensuite invité à se prononcer sur l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment pour ce qui concerne la question de la vie chère.
Même en mission, je suis en contact quotidien avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation générale est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là, donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Bon, bien sûr, on ne va pas nous comparer à des pays voisins, mais je peux vous dire que le taux d'inflation dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, entre 8 et 15%. Bon, en Côte d'Ivoire, nous en sommes à 3,5-4%, mais c'est déjà 3,5-4% de trop en ce qui me concerne. Nous avons une monnaie stable qui nous protège contre les flambées de prix que nous voyons dans d'autres pays, mais nous continuerons de prendre toutes les dispositions au niveau de l'offre pour que la production soit encore plus abondante. Et s'il y a des besoins d'irrigation également, nous mettrons les moyens qu'il faut. Le déplacement du président Alassane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire est marqué par sa visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne à Bruxelles, ainsi que sa présence au 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba et à la session extraordinaire de la CEDEAO à Accra sur la situation au Burkina Faso. C'était un éclairage de Jérôme Kofi Abolin. Et pour juguler le phénomène de la hausse des prix, les ministres Kobena Kwasi Ayoumani, Souleymane Diarasouba, Sidi Tiomoko Touré, Amadou Kone et Amadou Koulibaly étaient ce mardi sur le terrain. Dans certains quartiers d'Abidjan, ils ont tenté de comprendre le phénomène à la base de l'augmentation de certaines denrées de première nécessité. Ils ont aussi appelé certains acteurs au respect des prix. Le point de la visite de terrain avec Jean-Luc Bangbo. Ils étaient 5 ministres à descendre sur le terrain pour se faire leur propre idée de l'augmentation des prix de certains produits de grande consommation. Une visite synchronisée qui les a amenés d'abord chez l'un des fabricants d'huile de table, l'un des produits touchés par la hausse des prix. Une hausse dont les responsables de l'usine ont essayé de situer l'origine. Aujourd'hui, la tonne d'huile de palme brute est à $1 600 la tonne et en début d'année, elle était à peut-être 1 200. Et avant, c'était encore moins, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est à un niveau qui a vraiment été vu. Après une visite de l'usine et de l'outil de production, les ministres se sont fondus dans les travées du marché de Selmer à Yopougon, accueillis par les complaintes des vendeuses, elles-mêmes dépassées par la hausse des prix. Échanges engagés, plaidoyer et écoute. Une véritable immersion dans le monde du commerce que les membres du gouvernement ont poursuivi en supermarché, toujours dans la commune de Yopougon. Une visite qui leur a permis de tirer plusieurs enseignements. La problématique de la cherté de la vie est une problématique nationale à laquelle chacun doit s'attaquer. Et chaque acteur, commerçant ou pas, doit pouvoir jouer sa partition pour, bien sûr, le bien du panier de la ménagère. Donc nous invitons vraiment toute la population à un civisme sur ce secteur. C'est vrai qu'au niveau des marchés, nous avons constaté un peu de surenchère ici et là sur les prix, compte tenu en fait des prix additionnels qu'on ajoute par rapport au transport ou pour d'autres raisons. Mais globalement, je pense que c'est un élément de satisfaction par rapport au respect des prix. Des enseignements, mais également des propositions de solutions. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons axer notre politique sur la production locale pour que nous puissions être autosuffisants en protéines végétales. Le gouvernement est en train de se battre pour faire en sorte que le consommateur puisse trouver le minimum dont il a besoin pour assurer vraiment
la vie quotidienne. Les ministres se sont surtout félicités de l'approvisionnement des marchés en produits de grande consommation. Une situation qui réduit le risque de pénurie, elle-même à la base de la hausse des prix. Alimentation toujours, 36 tonnes de viande avariées sont tombées entre les mailles du service de répression du ministère du Commerce et de l'Industrie. Une cargaison détruite et aussitôt enfouie. L'opération s'est déroulée vendredi dernier dans la localité de Kosiwan, à environ 50 km d'Abidjan. En 2019, l'Union économique et monétaire ouest-africaine chiffrait à 43% le taux d'accès à l'électricité au sein de ses pays membres, un taux nettement supérieur aux 17% relevés en 2008. Malgré cette amélioration, l'offre devra de nouveau être relevée dans la zone franc. Et pour atteindre ses objectifs, l'UEMOA a mis en place le PRODER, le projet régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il consiste à installer dans les zones rurales des mini-centrales solaires photovoltaïques afin de les alimenter en électricité. En Côte d'Ivoire, ce sont au moins 7 localités qui vont en bénéficier. C'est le focus de ce soir dans le dossier EcoPlus, un dossier réalisé par Mahama Traoré. À Eouma-Kofikro, village situé à une vingtaine de kilomètres de Tia-Salé, tout laisse croire que l'électricité est une réalité. Sauf qu'au constat, ce n'est pas encore le cas. Plus pour longtemps, car les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité s'attellent à la pose des compteurs prépayés. Les villageois, eux, sont déjà impatients. Alors, depuis fort longtemps, on attendait, j'ai l'impression que sans le courant, il ne peut pas avoir un développement. Donc, depuis, il y a eu même les premiers pas. Les gens viennent même chercher des lots pour pouvoir agrandir le village parce qu'ils savent que le courant va apporter beaucoup de choses pour nous. Je faisais mon petit restaurant. Bon, quand Ebola est venu, j'ai arrêté. Mais je compte refaire par la grâce de Dieu avec la lumière. Vraiment, ça me fera du bien. Contrairement aux milliers de villages électrifiés ces dernières années en Côte d'Ivoire, Eouma-Kofikro produira sa propre énergie à partir de ses panneaux solaires, 196 au total, installés sur ce site en plein cœur du village. À côté des panneaux solaires, un bâtiment technique abritant des batteries en plomb d'une puissance cumulée de 255 kWh, des onduleurs, des convertisseurs et un groupe électrogène doté d'une cuve de carburant diesel de 3000 litres de stockage. Ces équipements sont le cœur de ce système d'alimentation. C'est un groupe électrogène, on l'a mis de secours pour permettre à ce que ce village soit alimenté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 364 jours dans l'année. Cette mini-centrale hybride photovoltaïque n'est pas connectée au réseau électrique national. Sa réalisation a permis d'installer dans le village d'Eouma-Kofikro un réseau de basse tension qui permettra d'éclairer le village avec ses lampadaires solaires et de fournir du courant dans les ménages. La particularité de ce type de centrale, c'est qu'on a du courant qui est propre, qui est fluide, qui est très harmonisé. Donc c'est un très bon courant qui est emmené aux populations. Brokro, un autre village du département de Tia-Salé, bénéficie du même système d'alimentation. Constat avec l'éclairage public fonctionnel en ces lieux ce début de soirée. Le village est illuminé. Pendant ce temps, la procédure de distribution et de fourniture du courant dans les ménages est en voie d'achèvement. Ils sont venus poser le compteur. Donc, nous avons espoir que tout va marcher. Nous sommes impatients parce que l'éducation des enfants me préoccupe beaucoup. Quand un enfant va à l'école, il vient à la maison, il n'étudie pas, moi, ça me dérange. S'il arrive à étudier à cause de la lumière, je serai vraiment ravi. Comme Brokro et Eouma-Kofikro, 5 autres localités sont aujourd'hui électrifiées par un tel dispositif d'énergie solaire en Côte d'Ivoire. Ce, grâce à la mise en œuvre du PRODER, le projet régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Une initiative de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, visant à diversifier les sources d'énergie afin de faciliter l'accès à l'électricité aux populations. De 17% en 2008, le taux d'accès est passé à 43% en 2019. Avec le PRODER,
L'objectif est de le hisser à 82% en 2030. Les prix du pétrole augmentent et l'énergie coûte cher, ce n'est pas accessible. Alors qu'avec l'énergie durable, donc, nous avons des solutions techniques, des solutions technologiques actuellement qui nous permettent de fournir l'électricité même à des villages reculés avec des systèmes isolés comme celui donc, qui est installé donc, ici et qui transforme complètement donc, la vie donc, des populations. Le projet a aussi une vocation écologique car en optant pour cette énergie renouvelable, l'UEMOA veut réduire les effets des changements climatiques dans la sous-région. Dans la zone franc, les énergies renouvelables représentent environ 24% de la production d'électricité des États. Une proportion que veut accroître le PRODER à 82% d'ici à 2030, ce qui est en cohérence avec l'engagement pris par la Côte d'Ivoire lors de la dernière conférence des parties sur le climat à Glasgow en Écosse, de porter la part des énergies renouvelables à 45% dans le parc de production. Cependant, le véritable défi sera de pérenniser cette expérience. Nos techniciens vont bénéficier donc de formations adaptées à la maintenance donc de ces équipements-là. Pour l'entretien des panneaux, l'UEMOA a bien voulu encore donc nous soutenir avec un financement qui va permettre dans les localités où on n'a pas l'eau courante de faire donc des petits forages. Et cette eau-là va servir à faire l'entretien donc des panneaux. Pour faire du PRODER une réalité en Côte d'Ivoire, l'UEMOA a dépensé plus de 2 milliards de francs CFA. Ces ressources propres ont servi à réaliser le dispositif d'alimentation solaire et les réseaux de distribution dans les villages bénéficiaires. L'initiative prend aussi en charge la pose des compteurs et les installations électriques dans les ménages. Électrification rurale, une initiative de l'UEMOA, un dossier de Mahama Traoré à revoir sur RTI1. On se rend maintenant à l'Assemblée nationale où le président par intérim recevait en audience les ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume du Maroc. Au cœur des échanges, le renforcement des relations entre ces pays et la Côte d'Ivoire. C'est un compte-rendu d'Éric Goré. Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne, échange avec Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ces deux personnalités partagent une vision, consolider à leur niveau les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. L'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne a une approche innovante pour booster les rapports entre les deux pays. Renforcer des liens, pas seulement entre les gouvernements. Les relations officielles sont amicales et bonnes, mais aussi entre des institutions comme le Parlement. Et là, par exemple, on est en train de créer au Parlement allemand aussi un groupe parlementaire pour l'Afrique de l'Ouest. Et je sais aussi ici, il y a une initiative pour créer un groupe parlementaire ivoiro-allemand. Il y a donc des dossiers en suspens, il y a des visites en suspens. Et la Côte d'Ivoire, par sa position, par sa force économique dans la sous-région, se doit d'être présente partout. C'est dans cette disposition que s'inscrit aussi l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Abdelmalek Kettani est venu échanger avec le président par intérim de l'Assemblée nationale. Nous avons convenu avec M. le président par intérim et l'équipe qui l'accompagne de créer bientôt un groupe d'amitié parlementaire ivoiro-marocain qui permettra le renforcement de cette relation et aussi le développement donc de projets communs qui seront certainement d'un très grand bénéfice pour nos deux pays. Pour que nos deux parlements se côtoient, d'ailleurs on s'est rendu compte que tout le caractère administratif, la mise en œuvre de la politique administrative de l'Assemblée s'est faite de façon accompagnée par donc, le Parlement marocain. Donc nous avons envisagé donc, une visite au Parlement marocain et une réception aussi du président du Parlement marocain en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réaffirme ses bons rapports à tous les niveaux avec les pays du monde entier et reste attachée à ses principes.
À Yamoussoukro, une délégation, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était devant les sénateurs. Sanson Kambili a présenté devant la Commission des Affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales 7 projets de loi, des projets qui viennent à modifier le code de procédure pénale et qui touchent à certaines institutions de notre pays. On fait le point avec Kader Sogodogo. Journée chargée pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambili. Il est porteur, au nom du président de la République, de 7 projets de loi. La modification de la loi de 2018 portant code de procédure pénale pour répondre à des besoins nouveaux. La création et les attributions du pôle pénal économique et financier pour mieux prévenir et combattre la corruption, le blanchiment de capitaux et les autres infractions financières. Des unités spécialisées de police et de gendarmerie seront mises à la disposition de ce pôle. Des projets de loi qui ont un seul objectif, la performance de la justice, le statut de la magistrature, la composition, l'organisation et le fonctionnement du médiateur de la République, du Conseil économique, social, environnemental et culturel, du Conseil supérieur de la magistrature et surtout du Conseil constitutionnel ont fait débat. La Constitution du 8 novembre 2016 a prévu la composition de ce Conseil constitutionnel. Et donc il fallait donc mettre en harmonie la loi organique régissant ce Conseil constitutionnel avec la Constitution. C'est vrai, il y a eu débat sur le fait que ce n'était pas opportun et qu'il y avait le dialogue politique. Mais comme je l'ai indiqué, la question telle que posée n'est pas exacte. Il n'y a pas dans ce projet de loi organique que des questions liées à la composition du Conseil constitutionnel. Il y a plein d'aspects qui étaient nécessaires d'ajuster et de mettre en évidence dans cette loi organique. C'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, la question de la composition est réglée par la Constitution et non par la loi organique. La loi organique ne fait que reprendre la composition du Conseil de la Constitution. Donc c'est un faux débat. Si la question doit être réellement posée, c'est celle de la Constitution et non celle de la loi organique. Maintenant, pour ce qui est du mode de désignation du président de cette institution, je crois qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Ce ne sont pas des Martiens qui viendront diriger nos institutions. Ce sont des Ivoiriens. Il faut leur faire confiance. Au terme de 9 heures de travaux, la démocratie aura triomphé. Les 7 projets de loi ont été validés par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, présidée par le sénateur Aboulaye Tano. Avant de vous dire au revoir, on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 22 février 2022 23 nouveaux cas de Covid-19 sur 2371 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 184 guéris et 0 décès. À la date du 22 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 397 cas confirmés, dont 79 469 personnes guéries, 791 décès et 1128 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 403 648. Le 21 février, 73 620 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 9 966 822 doses du 1er mars 2021 au 21 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. L'information officielle, c'est sur RTI 1. Demain, l'agenda du chef de l'État prévoit la tenue d'un conseil des ministres qui se tiendra au palais de la présidence de la République à 11h GMT. Bonsoir et que la paix soit avec vous.